Bienvenue à tous à un deuxième épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dr. Katia Gagnon, qui est psychologue, qui est neuropsychologue et qui se spécialise vraiment dans le sommeil. Et elle a une page Instagram incroyable, plein de ressources. Puis elle parle aussi souvent du sommeil des bébés et des enfants. Elle fait des consultations également. Et aujourd'hui, elle a accepté de venir nous parler du cours-de-dos. Je me souviens quand j'ai fait l'épisode avec Sarah Hamel, il y avait un extrait, on parlait de l'entrée à la galerie, mais pour une raison que j'ignore, je pense qu'il y avait une question sur le cours de dos. Puis l'extrait avait été mis sur les réseaux sociaux, puis vous avez été tellement nombreuses à commenter comme quoi que « Ah, merci d'en parler, je fais du cours de dos », puis ça me rassure de voir que je suis pas toute seule. Mais avec le cours de dos, c'est sûr que ça suscite beaucoup de réactions, beaucoup de conversations. Il y a des recommandations à suivre. Puis Katia va nous en parler également. Puis justement, le but aujourd'hui, c'est vraiment d'ouvrir la discussion. C'est pas d'encourager le cours de dos ou d'aller vraiment à l'encontre des recommandations de Santé Canada, mais plus de, justement, d'ouvrir la discussion. Elle nous parle de, bon, ben, comment est-ce qu'on peut faire le cours de dos sécuritairement, les familles qui choisissent de faire ça, qu'est-ce que ça a, est-ce que ça a un impact sur le lien d'attachement, etc. Donc, épisode super pertinent. Dr. Katia nous donne beaucoup de ressources. Puis il y a également son livre qui sort à la fin mars sur le sommeil, sur le cours de dos. Je pense qu'il va être très pertinent. Et elle a un webinaire le 12 mars prochain. Je vous ai mis le lien dans la description. Si vous voulez vous inscrire, je crois que l'épisode va sortir le 11. Donc, le 12, on aurait le podcast, le webinaire que vous pourriez vous inscrire si ça vous intéresse ou est-ce qu'elle va vraiment plus en profondeur sur le cours de dos. Donc, sur ce, bonne écoute. Bienvenue à Motherhood Unfiltered Podcast. Ici, on crée le village dont chaque maman a besoin. C'est un espace de ressources, de partage et de soutien pour la maternité et le bien-être. Rejoins la communauté où la maternité est vécue et célébrée ensemble et sans filtre. Bon épisode! Bienvenue, Katia, sur le podcast. Bonjour. Je suis très contente de t'avoir ici aujourd'hui. Vous la connaissez peut-être, Katia, c'est Dr. Katia Gagnon ou Dr. Katia, je pense même sur Instagram. Oui. Katia, tu es psychologue et neuropsychologue, si je ne me trompe pas, Oui. qui se spécialise dans le sommeil. Avant qu'on commence, aujourd'hui, on voulait aborder le sommeil, mais aussi, plus particulièrement, peut-être aborder un peu le cododo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Comment tu aides les familles, en fait? Oui. Ben, tu sais, ça fait un peu particulier, là, quand même, là, de dire neuropsychologue, spécialisée en sommeil. Comment ça? Tu sais, cette personne-là est spécialisée là-dedans. Mais c'est que durant mon parcours, dans le fond, universitaire, à l'université, on a le choix de faire un parcours seulement clinique ou un parcours qui combine la clinique et la recherche. Donc, moi, j'ai décidé de faire les 2, clinique et Mhm. recherche. Puis je me suis intéressée durant mon doctorat au sommeil, puis au processus cognitif. Et puis, ben, quand j'ai commencé la clinique en neuropsy pédiatrique, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui venaient pour des problèmes neuropsychologiques, par exemple, TDAH ou autisme ou trucs comme ça, des troubles neurodéveloppementaux qui avaient également des perturbations au niveau du sommeil. Puis là, ben, il y avait comme un dilemme où, est-ce que c'est, le fait que l'enfant est comme fatigué, qui a ces résultats-là, au test neuropsychologique. Donc, je me suis intéressée un petit peu plus à cette question-là durant mon premier postdoctorat où j'ai étudié le sommeil des enfants qui avaient des troubles neurodéveloppementaux. Puis à ce moment-là, pendant mon postdoctorat, j'ai publié là, dans des revues scientifiques et aussi j'ai fait de la clinique à l'hôpital Mm. Rivière-des-Prairies, à la clinique de sommeil là-bas. Donc, j'ai fait un stage clinique. Puis après ça, ben, la pandémie est arrivée, puis là, ben, j'ai fait un deuxième postdoc à Pourquoi pas? l'université. Ben oui, j'aimais tellement ça. que à l'université, Claude Bernard Lyon 1 en France, Hmm. où j'ai étudié, les maladies du sommeil, puis comment celles-ci pouvaient impacter les processus cognitifs. Puis, ben, j'ai fait comme en parallèle là,
un fellow clinique aussi, en Australie sur le sommeil des, enfants 0 à 4 ans. Donc c'est un peu mon parcours. Puis après ça, j'ai, ouvert des services en clinique, de sommeil pédiatrique, au privé parce qu'il y avait pas vraiment d'offre de service là, ici au Québec Mmh. encore. Donc, c'est un petit peu mon parcours. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux-tu me dire pourquoi, j'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus, peut-être que c'est pas scientifique ou quoi, mais pourquoi on est aussi, pourquoi c'est une source d'inquiétude si fréquente, le sommeil? Tu sais, parlons un peu plus de l'enfance, là, je pense que c'est un peu plus ça qu'on va aborder aujourd'hui, là, tu sais, bébé bambin, mettons. Pourquoi c'est aussi une source de stress ou une source d'inquiétude pour les parents, puis qu'on veut tant qu'ils dorment, nos enfants? Ouais. On est, dans une, société à l'heure actuelle où, le sommeil est consolidé sur une courte période de temps. Il y a Mm. d'autres sociétés, il y a d'autres cultures où le sommeil est biphasique. Ça veut dire que, il y a une période de sommeil dans la journée, puis il y a une période de sommeil, la nuit. C'est par exemple, si on pense à l'Espagne ou au Mexique, hein, les gens vont dormir dans la journée. Il y a aussi Ouais. des cultures où le sommeil va être polyphasique. Donc, il y a des cultures comme asiatiques où les gens vont dormir, au travail, ils vont dormir, aussi à la maison. Puis, quand ils dorment au travail, c'est un signe de très grande productivité. Donc, notre rapport au sommeil dépend de la culture, dans laquelle on évolue. Puis le sommeil des bébés est pas exempt de ça. Donc, il y a, ici en Amérique du Nord, on est heu, comment je pourrais dire? Dans un Ouais. paradigme où on veut que les bébés, les enfants dorment 8 heures consécutives le plus vite possible. Ouais. On est là. Fait que tout ce qui, déroge de tout ça est inquiétant. Fait que ça veut dire que, ben, est inquiétant. Et pas nécessairement inquiétant, mais ne serait pas dans la norme, considérant le Ouais. paradigme à l'intérieur duquel on est. Ça veut pas dire que c'est anormal que les enfants se Ouais. réveillent. Ça veut pas dire que c'est anormal que les enfants, aient un sommeil, avec des siestes dans la journée. Hem, Ils dorment selon leur développement actuel, puis leur cerveau. Ce n'est pas un cerveau d'adulte, donc elles ne peuvent pas Ouais. dormir comme un adulte. Ça fait du Hem, sens, ouais. ouais, il y a ça. Puis étant donné que, sur le plan culturel, on est beaucoup dans, l'autonomie, la performance individuelle, hem ça fait en sorte, que le sommeil est une source d'inquiétude aussi pour les parents en raison, de la performance du lendemain, au travail. Mmh. Ouais. Hem, il y a ça. Il y a aussi d'autres sortes d'inquiétudes qui viennent avec la parentalité liées, par exemple, à la mort subite du nourrisson. Les parents, au départ, là, ils ont leur petit bébé, là, à la maison, puis ils dorment pas de la nuit, là, ils le regardent, là. Parce que Ouais, je d'un comprends, coup ouais. Un coup, OK, ouais. d'un coup, tu sais, Ouais. fait que, il y a comme plusieurs choses, qui sont là en même temps, qui sont dépendantes du contexte, culturel parce que c'est pas toutes les cultures qui s'attendent à ce que les bébés dorment 8 heures consécutives le plus tôt possible. Mmh. Ouais, c'est très, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est très, je pense que c'est une pression de société aussi, puis souvent, on dirait qu'on se met un genre de badge: «Hey, moi, mon enfant, il fait des stretch», là, je veux dire en anglais, mais de 7 heures ou de 8 heures, puis c'est comme une réussite alors que, en tout cas, selon moi, je pense que l'enfant, c'est normal qu'il ait besoin de son parent un peu la nuit, là, tu sais, je veux dire, son cerveau est encore immature, comme tu dis, là. Ouais. Puis il y en a des enfants qui vont être capables de faire ça, Mhm. le 7 heures, consécutives, aux 8 heures. Il y en a. Hem, c'est
pas la majorité des enfants. Mhm. Puis, ce qu'on observe surtout, c'est beaucoup de variabilité à l'intérieur d'un même groupe d'âge chez les bébés. Mhm. Fait que, mettons, pour des enfants, des bébés de 2 semaines, tu sais, on voit que ça varie beaucoup les besoins de sommeil chez les bébés. Fait qu'il y en a qui vont dormir 18 à 20 heures sur 24 heures. Puis ça peut être très normal, là. Ils prennent leur poids, ils se développent Mhm. bien, ils sont heureux, ils vont bien. Puis il y en a d'autres qui vont être tout à fait normaux, puis qui vont dormir 9 heures sur 24. Puis ils prennent leur poids, sont heureux, ils se Mhm. développent bien, puis ils sont éveillés très longtemps. Puis à l'intérieur de ça, tu sais, ça c'est des extrêmes, là, on va se le Ouais. dire, mais à l'intérieur de ça, on a toute une population, tu sais, qui est comme à Mhm. l'intérieur de la courbe normale, où on va avoir des individus qui vont dormir entre, il me semble, entre 12 et 14 heures, là. Donc, Mhm. euh, c'est ça. Donc, ces extrêmes-là, là, on a tout le reste, tu sais, Ouais. quand on les regarde, là, la maman, que son enfant dort 18 sur 24, puis lui, c'est ça, son besoin de sommeil, ben, tu sais, elle peut faire 3 à 5 heures de sieste dans la journée, puis son Mhm. enfant peut faire un 12 heures, puis se réveiller juste une fois pour boire durant la nuit, puis se Mhm. rendormir ensuite. Puis cette maman-là a fait exactement la même chose que la maman que son enfant dort 9 heures sur 24, sauf que Mhm. lui, c'est 30 minutes de sieste dans la journée par petit power nap de 5 10 minutes Ouais. ici et là. Puis ben, tu sais, on essaye d'y faire 12 heures de sommeil, mais ça marchera jamais avec cet enfant-là, là. Puis c'est pas parce que la maman allait, c'est pas la façon qu'elle fait les Mhm. choses, c'est pas une réussite, c'est comme cet enfant-là, Non, il est c'est fait ça. comme ça. Ouais. Fait que chaque famille a une réalité de sommeil qui est un peu différente, tu sais. Je pense que c'est ça aussi qui rend la chose un peu plus difficile, c'est que, tu sais, souvent on se compare, on est comme, ah, OK, bon, mais moi aussi, il a fait ça, ou il a fait ça, mais là, c'est comme quasiment impossible de se comparer parce que comme chaque humain, chaque bébé sont différents, puis comme tu dis, il y a les extrêmes, où il y a un certain milieu, où est-ce qu'il y a une certaine moyenne, mais c'est rare que c'est très semblable. Exact. On peut pas comparer 2 bébés en termes de sommeil. Ça, tu as tout à fait raison. On peut pas faire de comparaison parce que les besoins de sommeil sont uniques à chaque enfant. Mhm. Tellement. Comme nous aussi, là. Tu sais, je veux dire, mon conjoint, lui, s'il a un 6 heures de sommeil consécutif, sa journée va être excellente. Puis moi, il me faut un minimum de 8 9 heures par jour pour pouvoir bien fonctionner le lendemain, tu sais. Exact, il y a aussi de la variabilité, chez les adultes. Puis, tu sais, j'en ai vu moi aussi des adultes, là, qui voulaient avoir le même rythme que Mm. leur conjoint ou que leur conjointe, et puis ils se couchaient à 9 heures le soir, puis, là, rendus à 3 heures du matin, eux autres, c'était 6 heures, leur besoin de sommeil, puis rendus à Ouais, 3 heures du matin, les gars: «Mais là, je fais de l'insomnie». Ben oui, mais ouais. il C'est faudrait plus que tu te couches plus fatigué. à minuit si tu veux te lever en même temps que tout le monde, là, Ouais, tu sais? tellement. Fait que puis les bébés, c'est la même chose, là, leurs besoins de Mhm. sommeil à eux, c'est ça, on peut pas, augmenter leurs besoins de sommeil artificiellement, puis on peut pas la réduire Non. non plus. Tu sais, il va y avoir des périodes d'éveil durant la nuit si on essaye d'augmenter le sommeil, durant le jour et durant Ouais, la nuit, là. Tu sais, à un moment donné, il faut faire des choix, là. On peut pas avoir, tellement. le bébé qui dort beaucoup le jour puis beaucoup la nuit. Tu sais, des fois, c'est Non. c'est comme il y a des choix à faire, là. Katia, quand je t'avais demandé de venir sur le podcast, je voulais qu'on y aille plus dans l'angle du cododo par rapport au sommeil. Quand j'avais fait le podcast avec Sarah Hamel, je pense que c'était sur l'entrée à la garderie, il y avait une question sur le cododo qui était revenue, puis on l'avait mis en extrait sur les réseaux sociaux, puis ça avait suscité une grande vague de commentaires, mais vraiment, en tout cas de ce que j'ai lu, vraiment des commentaires positifs de gens qui se sentaient peut-être vus, puis rassurés dans tout ça, parce que je pense que, puis on va en parler, mais c'est un sujet qui suscite quand même beaucoup de réactions. Tu peux-tu nous dire concrètement, c'est quoi le cododo, puis c'est quoi les différentes formes que ça peut prendre dans une famille?
puis on voulait aussi faire un petit disclaimer, je le répète, qu'on ouvre la discussion, puis c'est vraiment pas le but, c'est pas d'encourager aujourd'hui d'aller faire du cours de dos ou d'aller à l'encontre des recommandations de Santé Canada, mais vraiment plus de, justement, c'est ça, ouvrir la discussion, puis de voir qu'est-ce que ça veut dire le cours de dos, puis les formes que ça prend peut-être dans tout ça. Oui, si on regarde comme la définition là, dans le dictionnaire, mettons, du cododo, euh, c'est une pratique qui va consister à faire dormir son bébé dans le lit parental ou dans un berceau à proximité. Mhm. Euh, Fait que ça englobe pas mal tout ce qui est dans la même pièce. OK? Ouais. Ça veut dire que cette définition-là englobe la maman qui dort en surface partagée avec son bébé, en surface non partagée, avec un berceau accolé au lit, hein. Il y en a des spéciales avec une petite barrière là, Ouais. qui descend. Mais aussi, c'est les parents qui vont dormir dans la même chambre que l'enfant. Mais là, on parle de le lit parental dans la définition. On ne parle pas de la chambre de l'enfant. Mhm. Dans cette définition-là, si on dormirait dans la chambre de l'enfant, ce On serait ferait plus pas du du cours de dos. cododo. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Mais là, on va comme un peu, tu sais, quand on va parler ici, là, dans le podcast Ouais. du cododo, Ouais. cododo, ça veut dire je dors en surface partagée avec l'enfant. OK. Donc, la surface de sommeil est partagée. Puis, si Mhm. c'est du cododo en surface non partagée, ça va être nommé Ouais. parce que c'est un peu différent, tu sais, en termes de sécurité. Ouais. Quand on regarde les recommandations de Santé Canada, c'est du cododo en surface non partagée qui est recommandé. Ah, OK, qui est recommandé. Je comprends. Parfait. C'est bon. Oui, selon les recommandations. Tu sais, si on les Ouais. regarde là, froidement, le bébé est placé sur une surface, dans son propre lit, une surface ferme, dégagée, Mhm. dans son propre espace de sommeil, dans la chambre des parents. La Je comprends. recommandation, c'est durant les 6 premiers mois et OK. idéalement la première année. OK. Fait que c'est quand même Est-ce que de ce... Ouais, est-ce que de ce que long, je tu sais. comprends, c'est... Ouais. Est-ce que de ce que je comprends, c'est eux autres le recommandent, ce genre de cours dodo-là? Ou c'est Oui, que si tu le fais, c'est ça de la façon qu'ils veulent que tu le fasses? c'est que Tu eux, comprends-tu ma euh, question? ouais, ils veulent que le bébé soit dans la même pièce que le parent, mais dans son propre Son espace de espace. sommeil Je et comprends. pas dans le lit des parents. Ils ne recommandent pas que le bébé soit dans le lit parental ou dans un lit en Mhm. surface partagée. Je comprends. Mais ils recommandent que l'enfant soit dans la chambre, dans la même chambre que les parents. Je comprends. C'est intéressant Ouais. Fait parce que dans le fond, que c'est... Ouais, vas-y. la proximité, c'est un facteur de protection Ouais. contre la mort subite du nourrisson dans la même pièce. Fait que ça vient diminuer les facteurs de risque. Je comprends. Mm. Puis, c'est quoi certains mythes que tu entends souvent justement autour du cours de dos? Ben, il y a souvent, pas des mythes, mais plus des inquiétudes. Tu sais, je Hmm. pense. Euh, des inquiétudes que l'enfant ne sera pas autonome, Hmm. qu'on peut nuire à son autonomie, qu'on peut nuire au sommeil en milieu de garde. Hmm. Que cet enfant ne pourra jamais dormir seul dans une chambre. Euh, donc, il y en a plusieurs inquiétudes. Puis, ben, il n'y a rien dans la littérature qui montre que tout ça est supporté par la littérature scientifique. On manque encore beaucoup Ouais. de données euh, sur qu'est-ce que ça donne, dans le fond, là, le cododo à long terme. Ouais. Puis souvent, les protocoles ne vont pas nécessairement différencier le cododo
qui est dit plus proactif, où c'est une décision familiale qui est prise, euh, versus le cododo réactif, où c'est en réaction à Ah! une problématique. Fait que Quand c'est Exemple, une, l'enfant ré- pleure durant. OK. Quand c'est une réaction à une problématique, exemple, l'enfant appelle le parent la nuit, puis là, ben, finalement, il finit en cododo. C'est une famille qui pratique le cododo, là. Ça, c'est pas une famille qui ont, qui ont du dodo solitaire. Fait que, tu sais, ça aussi, ça, on l'a pas nommé, là, mais oui, je fais du cododo en surface partagée ou en surface non partagée, mais combien de fois par semaine? Puis en Mhm. réponse à quoi? En réponse à mes valeurs ou en réponse à quelque chose qui est problématique pour moi? Tu sais, la relation au cododo Mhm. va être différente dans ce cas-là. Ouais, je comprends. Quand c'est pas, ça vient pas de toi, mais de l'enfant, là, comme, OK, viens-t'en dans mon lit, mais dans le fond, toi, tu dors pas bien, puis que là, t'as ces idées-là un peu dans ta tête, là. C'est ça. Puis, tu sais, on partage la même surface. Là, euh, on assume toujours que c'est un matelas qu'on partage. Mais il y a des parents qui se lèvent la nuit, qui veulent vraiment pas faire de cododo parce qu'ils veulent suivre les recommandations de Santé Canada, qui sont là, puis qui bercent l'enfant, puis qui s'endorment dans la chaise berçante. Ils font du cododo en surface partagée, ils s'endorment dans un sofa, dans un fauteuil, ils Mhm. font du cododo en surface partagée. Mais c'est juste que la Qui est peut-être, surface est ouais, très restreinte, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus risqué. c'est ce que j'allais dire, ouais. Puis d'un point de vue, mettons, de développement affectif, y a-t-il des éléments qui favorisent un sentiment de sécurité chez l'enfant durant la nuit? Tu sais, on disait comment le cours de dos, on a peur qu'il soit pas autonome, mais au contraire, est-ce que ça pourrait aider à ce genre de sentiment de sécurité-là chez l'enfant? Euh, il y a une étude qualitative là, qui a été faite au Québec où il y avait des mères là, qui parlaient, plusieurs mères là, qui parlaient de l'autonomie de leurs enfants qui dormaient en cododo, puis ne rapportaient pas que c'était des enfants qui avaient de la difficulté sur le plan de l'autonomie durant la journée parce qu'ils dormaient avec les parents. Mm. Euh, pour favoriser la sécurité de l'enfant durant la nuit, ben évidemment, il faut qu'on soit euh, comment je pourrais dire, qu'on soit dans la même lignée, dans le fond, d'intervention, qu'on soit le même parent le jour, là, qu'on est la nuit. Tu sais, on ne peut Mhm. pas devenir, dans nos interventions, on ne peut pas faire 180 degrés puis devenir quelqu'un de complètement différent la nuit. Il faut qu'on soit aligné avec nos interventions qu'on fait le jour puis que ce soit prévisible aussi la nuit. Je comprends. Donc, pour la sécurité affective, c'est sûr que les enfants, d'avoir une réponse parentale sensible à leurs besoins. Tu sais, quand on parle de sécurité, on parle d'attachement aussi sécurisant, c'est pour être capable d'explorer, parce que dans l'attachement, on a l'attachement sécure, mais on a aussi Mhm. l'exploration. Hein. Fait que quand on est en sécurité affective, on peut aller explorer, mais on ne peut pas forcer l'exploration chez l'enfant. Il faut que ça vienne d'un sentiment de sécurité. Ouais. Euh, on peut faire en sorte qu'il y ait des opportunités d'exploration sans nécessairement forcer. Hein. Ouais. Euh, Par exemple, on peut permettre à l'enfant d'être un petit moment seul, le temps que, ben, on va se brosser les dents ou on va à la toilette, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis, ben, tu sais, c'est la vie, là. Fait que Ouais. il y a des opportunités dans la vie quotidienne, là, d'explorer cette autonomie-là, parce que ça arrive, parce que c'est comme ça. Euh, Puis, ben, dans l'attachement sécurisant, on s'attend à ce que le parent ait une réponse sensible aux besoins de l'enfant, qu'il soit en mesure de décoder qu'est-ce que l'enfant a besoin, de répondre aussi dans un délai acceptable, puis de façon appropriée à ses besoins. Puis c'est pas 100% du temps, là, c'est comme 60-75% du Mhm. temps sensible. On veut aussi avoir, ça prend de la proximité physique. La proximité, pour les enfants, c'est
vraiment important dans leur développement, là. Le toucher est très important dans le développement de l'enfant. Hem, Fait que c'est normal que les bébés, au départ, on les a dans les bras, on les dépose puis ils pleurent tout de suite parce qu'ils veulent rester dans nos bras. Mais c'est parce Mhm. que ça fait partie, hein, des conditions développementales optimales pour eux, là. Donc, ils ont besoin d'être portés, ils ont besoin d'être, en proximité, d'être dans les bras. Donc la proximité physique, va leur permettre de se sentir bien, de se sentir en sécurité. Dans l'attachement sécurisant aussi, on veut avoir des interactions, sociales qui sont quand même réciproques, satisfaisantes, où on a, tu sais, on se parle puis on communique Ouais. ensemble. Hein, on reconnaît que l'enfant peut apporter quelque chose à l'interaction qui est intéressant. Puis on a l'engagement. L'engagement du parent envers l'enfant qui se mobilise, envers son enfant, qui offre du temps, du soutien, qui est là, Mhm. qui est présent. Puis à partir de là, l'enfant, qui a un système d'attachement apaisé peut, se sentir en sécurité et explorer d'autres façons de faire. Et de développer, j'imagine, son autonomie à partir de tout ça aussi. Oui, oui. Est-ce que tu Explorer dirais... son autonomie même. Ouais. Ouais, Oui, ben oui. oui. Est-ce que tu dirais, sans nécessairement comparer le cours de dos à quelque autre façon de dormir, mais mettons juste, justement, est-ce que tu penses que l'entraînement au dodo plus traditionnel, comme on le connaît, le genre de 5, 10, 15 ou toutes ces autres méthodes-là, est-ce que ça va un peu à l'encontre de cette création du sentiment de sécurité chez l'enfant, mettons? Parce qu'on n'a pas la proximité ou parce qu'on n'a pas la communication avec l'enfant, parce qu'on le laisse un peu comme pleurer, tu sais? Ben, on le sait pas qu'est-ce que ça fait sur l'attachement. OK. On n'a pas d'études qui montrent que ça fait rien. OK. Hem, on n'a pas d'études qui montrent que ça fait quelque chose non plus. OK. Hem, mais c'est pas parce que c'est pas démontré qu'il y a innocuité. Mhm. Fait qu'on le sait pas. Tu sais, je OK. peux pas dire oui ou non. Ben Mais oui, c'est correct. ce que je sais, c'est que dans les comportements attendus Ouais. pour un attachement sécurisant, Ouais. ben, c'est exactement, l'inverse qu'on propose aux parents dans une période critique de développement Mhm. chez le bébé. On propose, tout l'inverse de ce qu'on veut pour un attachement sécurisant. Mhm. Puis, ben, dans le discours, il y a vraiment une minimisation des besoins de l'enfant, une interprétation aussi des signaux de communication de l'enfant qui est quand même très dérangeante, là. C'est de la résistance, c'est des colères, fait que ça vient un peu brouiller la communication entre les dyades. Puis ça, tu sais, ça vient un peu, perturber, dans le fond, l'établissement d'une communication efficace dans les dyades, surtout dans les premières semaines, les premiers mois, Ouais. avec le bébé. Puis on dirait que les parents ne comprennent plus, là, leur enfant des fois, là. Ouais. Fait que je le sais pas, mais c'est ça. En gros, je le sais pas. Mais tu sais, de ce que je connais de l'attachement, Ouais. c'est vraiment des recommandations qui sont inverses. Ouais, c'est pour ça que je posais la question, parce que je voyais, mettons, tes critères de l'attachement sécure, puis je trouvais, tu sais, ça m'a fait penser à justement la classique entraînement dodo qu'on voit souvent passer, puis j'étais comme, ah, mais il semble que ça va tu sais, à l'inverse Oui. de ce qui est bien pour l'attachement sécure. Si on revient au cododo, là. Oui. Mettons, moi, j'ai mon bébé, j'allaite, puis je trouve ça plus facile, puis pour moi, c'est plus sécurisant d'avoir mon bébé à côté de moi. Comment que les familles qui choisissent de faire le cododo pour des raisons justement de proximité, d'allaitement, euh, comment est-ce que le parent peut faire une décision éclairée puis alignée avec ses valeurs en même temps, mettons? Je pense qu'il faut en premier définir, c'est quoi les valeurs de ces parents-là, en Mhm. premier. Puis c'est quoi les valeurs? Tu sais, il y a certaines questions là, qu'on peut se poser, comme exemple, qu'est-ce que je veux que mon enfant se rappelle de moi à 18 ans, sur comment Mm. je m'occupais d'elle ou de lui quand il Ouais. était petit. Euh,
qu'est-ce que la journée aurait l'air, mettons, si, j'enlèverais toutes les difficultés. Quel genre de parent j'ai envie d'être? Quel genre, d'enfant je veux élever? Mmh. Puis à la lumière des réponses, hem, c c'est avec ça qu'on va faire un plan, là, avec les parents sur qu'est-ce qu'eux veulent construire comme relation avec leur enfant. Il reste que pour, prendre, des décisions éclairées, alignées avec les valeurs, c'est quand même, difficile, tu sais, parce qu'il y a pas beaucoup d'informations, je trouve, Ouais. sur, le cododo, les risques, hein, de bien comprendre les risques, de bien comprendre, hem, qu'est-ce qui peut faire en sorte que c'est dangereux versus pas Bénéfice. dangereux. Parce que, tu Ouais. sais, malgré les recommandations, là, de Santé Canada, on en a parlé, là. Il y a une étude de Statistique Canada qui a montré qu'il y avait 60 des mères qui rapportaient avoir fait du cododo avec leur bébé. Mmh. Puis là, quand on parle là, de risque, là, c'est pas juste, c'est comme, mettons, mon enfant prend la suce, puis sa bouche, elle se développe pas de façon optimale, ou sinon, puis c'est parce que je l'ai donné trop longtemps. Ou, je me renseigne sur l'hygiène nasale pour éviter les otites, ou, tu sais, les Mmh. les allergies, tu sais, ces risques-là que les mères font super attention, là, elles suivent les recommandations, mais là, quand on arrive au dodo, 60 font quand même du cododo, puis le risque qu'on leur dit, c'est la mort subite du nourrisson. Mais ils décident quand même de le faire. Fait qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que la recommandation est pas adaptée, aux familles. Il y a quelque chose dans Quand la ouais. réalité qui fait en sorte qu'elles sont pas capables de suivre les recommandations. Quand ils parlent de mort subite du nourrisson, ce serait parce que le parent écraserait l'enfant, parce que ce serait ça principalement? Ouais, Ou OK. ce serait ça. Puis c'est vrai que, tu sais, dans la mort subite du nourrisson, il y a comme 2 catégories. Il y a mort subite du nourrisson Mmh. qui est, due à, une malformation, congénitale, problème Mmh. cardiaque, le fait d'être couché sur le ventre, la prématurité, Mmh. que les parents fument, des trucs comme ça là, qui peuvent faire en sorte que l'enfant, va avoir, la mort subite du nourrisson. Puis on a la mort par suffocation, asphyxie. OK. Fait que c'est là où, on parle de matelas qui est trop mou, de couvertures qui vont recouvrir le visage, les oreillers, les sofas, les fauteuils, qu'il faut absolument éviter, les surfaces qui sont trop petites aussi, hem, toutes les craques là, tu sais, comme coller le matelas au mur, pas une bonne Mmh. idée, tu sais, ça fait une Ouais, craque dans laquelle le bébé peut aller. ouais, Si le parent a pris, de l'alcool, des médicaments pour ouais, dormir, si c'est un bébé qui est pas allaité aussi, parce que ouais. le cododo, en allaitement, c'est pas la même chose que le cododo des parents qui allaitent pas. Mmh. Fait que, une maman allaitante, qui décide de le faire, c'est beaucoup plus sécuritaire. Elle bouge quasiment pas. Tu sais, la littérature scientifique a montré que les mamans, quand elles dorment avec leur bébé, elles bougent quasiment pas, puis elles vont adopter une position en forme de C autour de Tu dors comme l'enfant. ça, là, puis tu mal au Avec le bras pendant bras comme ça, ouais, de c'est ça, même. ou comme ça, ou comme Réveil ça. engourdi. Ouais, c'est ça. Elles vont adopter naturellement cette posture-là avec l'enfant qui va être Ouais, plus à la hauteur là, de la du poitrine. sein. Ouais. Ouais. Puis, est-ce que neurologiquement, ou je sais pas si ce serait le bon terme, y a-tu quelque chose qui fait en sorte que justement, tu sais, on bouge pas? Est-ce que c'est parce qu'on a plus une conscience que l'enfant est là, étant donné qu'on allait? Ouais. Hem, oui, Ou c'est sûrement, difficile ouais. OK. sûrement. En fait, le sommeil des mères allaitantes est vraiment comme différent des mamans qui allaitent pas puis des papas. Hem,
Puis entre le bébé puis la maman, il va avoir, plus de vérification de la part de la maman, plus de toucher, plus de, OK. elle va, émerger facilement de son sommeil. Même si, il est profond, elle va émerger beaucoup plus facilement parce que c'est une maman qui allaite. Mais elle va aussi, se rendormir dans des stades de sommeil très profonds, beaucoup plus rapidement. Ah, OK. Donc ça permet d'avoir un sommeil qui est plus récupérateur, même s'il y a des éveils durant la nuit, ça va être plus soutenable qu'une maman qui allaite pas ou qu'un papa. Fait qu'il y a comme OK, la c'est intéressant. biologie, là, travaille pour les mamans, Ouais. allaitantes en cododo. Puis ce qui est super intéressant, qui a été observé dans les laboratoires de sommeil, c'est qu'il y a comme une synchronie neurobiologique qui se passe entre la maman allaitante puis le bébé, où le bébé, il s'endort et en même temps près, de l'endormissement de la maman, puis les 2 hem, vont se réveiller en même temps, tu sais, à quelques secondes près. La maman va avoir le temps de faire un cycle de sommeil, puis le bébé va en faire 2. Puis les 2 vont émerger, puis il va avoir un bref Wow! éveil, puis ils vont retomber en sommeil. Fait que la maman allaitante va pas se faire réveiller en plein milieu, mettons, d'un cycle de sommeil, en Je sommeil, comprends. ouais, paradoxal ou elle va se faire réveiller vraiment à la fin de son cycle de sommeil en même temps que le bébé. C'est super intéressant, là, Vraiment. il y a aussi, des chercheurs qui ont observé que quand la maman arrêtait de respirer, le bébé arrêtait de respirer aussi durant la nuit, puis il reprenait, quand maman reprenait, là, mais c'est vraiment, particulier, là. Il y a vraiment une synchronie qui s'installe, entre la maman allaitante et le bébé, Incroyable. qui est Euh, incroyable en effet. Puis, tu sais, on dirait tantôt tu parlais, même si, selon les recommandations, puis même si un des gros impacts, c'est pas négligeable, c'est la mort subite d'une nourrisson, il y a quand même 60% des femmes ou des familles qui disaient, hey, nous, on en fait quand même. Est-ce que tu penses que c'est juste instinctivement qu'on est, tu sais, je pense dans la nature, on doit être proche de nos enfants, tu sais? Je pense que, les bébés, ils veulent peut-être pas être loin, puis il y a des raisons biologiques pour ça. Ouais. Fait que ça va être difficile de les déposer à côté, ça va être difficile de trouver du sommeil, c'est pas rare, là, des familles qui disent, «Ah nous, on s'est relayés, là, pendant des semaines et des semaines parce que bébé, on pouvait pas le déposer pour la nuit, donc un passait une Mhm. partie de la nuit avec le bébé sur lui, éveillé, puis on se relayait là, les parents. C'est beau quand même de Wow. voir là, Ben qu'est-ce qu'ils oui. font là pour répondre aux besoins là, c'est fou là. Hem, mais je pense que c'est une combinaison là, de plein de facteurs Ouais. là, qui font en sorte que, ben, tu sais, il y a la fatigue, il y a la neurobiologie, il y a les besoins Mhm. de l'enfant, puis il y a des familles qui ne choisissent pas nécessairement le cododo, puis c'est le cododo qui est choisi là. Mhm. Hem, puis ils se rendent compte que c'est peut-être plus soutenable pour eux de cette façon-là. Alors que d'autres, Ben ouais. c'est absolument un choix qui est proactif, puis pour eux, une fois qu'ils ont leur enfant, ils disent: «Non, nous, on trouve que ça fait du sens pour nous, puis on a décidé d'aller de l'avant avec ça». Ouais. Moi, j'ai réalisé que je dormais mieux, tu sais, au lieu de me lever puis aller la voir. Puis, en fait, elle voulait juste pas se faire déposer dans son lit, là. Fait que j'étais juste comme, je dormais justement plus profondément puis un petit peu plus longtemps parce que, tu sais, je veux dire, quand t'allaites, là, personnellement, c'est un choix qu'on a fait, elle était avec moi, là, mais même si elle était dans le berceau à côté, tu sais, tu te lèves pas physiquement, tu la prends, tu l'allaites, puis tu peux te rendormir plus facilement. Fait que moi, c'était juste comme naturel, c'est ça qu'on fait, mais pour quelqu'un qui, justement, bon, sont pas certains de ce choix-là, mais c'est quelque chose qui leur parle, as-tu des livres ou des ressources que tu pourrais recommander? Tu dis, il n'y a pas grandes études sur le sujet, mais je pense que tu avais un livre que tu avais parlé sur Instagram, je l'avais noté, puis là, le nom m'échappe. Oui, il y a le livre de James McKenna qui est quand même intéressant, Oui. Safe Infant Sleep, mais sinon, il y a mon livre aussi qui va sortir à la fin du mois. Dans Oh, OK, lequel je parle parfait. du cododo et des recommandations, pour réduire les risques. Le risque zéro n'existe pas, peu Mhm. importe,
la façon dont on décide que le sommeil va arriver pour nos familles, tu sais, pour notre famille. Mhm. On peut pas, avoir un risque zéro, mais on Ouais. peut réduire les risques au minimum, 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 en prenant certaines précautions. Donc c'est ça qu'on vise. On veut réduire les risques quand, c'est pas possible toujours de suivre les recommandations là. Hem, voilà. S Dans ce Oui. que tu disais au début, tu sais, je pense que tu me corrigeras si j'ai tort, mais tu disais que le fait de dormir à proximité de l'enfant réduisait le risque de mort subite du nourrisson, mais là, le cours de dos aussi peut l'augmenter. Fait que on dirait que c'est un peu contradictoire aussi de dire, bon, Ouais. ben dans les deux cas, il y a ce risque-là. Fait que moi, je choisis de faire quoi? Puis je pense que c'est là de dire, bon, ben si j'essaie de faire le cours de dos, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire qui est le plus sécuritaire pour moi puis mon enfant, tu sais? Ouais. Mais en fait, si on retire tous les risques de, suffocation, asphyxie, de mort par suffocation, Mhm. asphyxie, il y a 2 études qui ont regardé, est-ce que c'est un facteur de risque encore ou c'est un facteur de protection? Donc, Mm. il y en a une des études, c'est quand même avec des grandes cohortes là, qui a montré que ça demeurait un facteur de risque, le partage, du lit en cododo. Alors que l'autre a montré que c'était un facteur de protection dans un contexte d'allaitement où est-ce que tous les risques sont contrôlés, ça peut devenir un Mhm. facteur de protection. Puis, ben, il y a eu une révision par un comité de ces 2 études-là parce que, elles regardaient exactement la même chose, OK. mais avaient des résultats différents. Donc là, ça a été Ouais. révisé par des scientifiques externes pour, OK. regarder, s'il y avait pas des trucs dans la méthodologie. Puis, hem, dans l'étude qui avait démontré que, c'était un facteur de risque, en fait, la variable pour, alcool et médicaments qui peut altérer l'état de vigilance du parent n'était pas présente. Alors Ah. c ouais, puis c'est un risque quand même qui est important. C'était pas présent, Mhm. mais ils l'ont remplacé par, un modèle mathématique. OK. Alors que dans l'étude qui montrait que c'était un facteur de protection, cette Tout à fait. variable-là était présente dans Je comprends. l'étude. Il reste qu'on manque quand même de données. Tu sais, on je peux pas prendre cette étude-là puis dire: «Hey, c'est un Ouais. facteur de protection». Exact. Ben non. Je C'est comprends. on le sait pas trop encore. Il y en a certaines que oui, d'autres que non. Puis tu sais, Ouais. malgré qu'on a un 60%, tu sais, de Ouais. personnes qui, font du cododo malgré les recommandations, il demeure qu'on a un taux de mort subite du nourrisson qui est très faible, hem, puis, qui est vraiment, vraiment, bas là, au Canada, puis particulièrement au Québec là, c'est quand même un OK. des plus faibles au monde. Donc, ouais, C'est bon à savoir. ouais. J'aimerais peut-être terminer avec les 2 petites questions qu'on avait reçues sur Instagram. On a reçu des Euh, questions. on a reçu des questions. En plus, j'étais un peu dernière minute, mais on en a reçu 2. Euh, quand même très pertinentes, je crois. Est-ce que c'est trop mélangeant de changer le setup de cododo selon le contexte? Donc, lit du parent, son lit. Euh, là, je ne sais pas par rapport à quoi. Est-ce que c'est par rapport au lien d'attachement sécure? Est-ce que c'est par rapport à la sécurité de l'enfant? Je ne sais pas, y a quelque chose que toi qui te vient en tête par rapport à ça? Hem, ce qui me vient en tête, c'est que des fois, le cododo, il se passe dans, tu sais, les gens vont changer de place pour dormir durant la nuit, tu sais, on voit là des fois, OK. tu sais, les gens bougent là durant la nuit, Ouais. il y en a un qui va rejoindre, l'autre qui Ouais. puis, tu sais, je pense pas que ce soit problématique. Là où, ça peut être problématique, c'est si, j'ai un aménagement tout fait dans la chambre de l'enfant qui est sécuritaire, par exemple, puis Hmm, bon, une nuit, je décide de l'amener dans mon lit, puis ce n'est pas aménagé de façon je comprends. sécuritaire. Ça, j'aurais un problème avec ça. Ça fait du sens, oui. Mais en termes de est-ce que l'enfant dort moins bien parce qu'il est dans une place ou dans une autre? Ça dépend de l'enfant. J'ai des Mhm. individus, des tout petits individus
Où ils sont dans leur chambre, dans un lit par terre, puis ils dorment pas. Ouais, je comprends. Ils sont comme «Ah, là, c'est nouveau, Ouais, je veux tout voir». ouais, Alors que d'autres, ça fera aucun changement tant que le parent est là, tant que la routine est similaire et tout. Ils vont pas, être, à la recherche, là, de cette ouais. stimulation-là. Donc, Puis je pense que ça me fait penser, tu avais un post sur Instagram tellement pertinent sur comment aménager la chambre d'un enfant qui était, sais-tu, hypersensible, quelque chose comme ça. oui, oui, qui Je ont des trouvais ça sensibilités, trop. ça. Ouais. Ouais, j'aurais comme jamais pensé à ça, puis je trouve ça tellement pertinent. Le Instagram de Cassia est très pertinent. En passant, vous irez Ben, le merci. feuilleter. Oui, Et c'est ça. dernière question, est-ce que c'est plus difficile pour le bébé de dormir seul après donc 16 mois de cours de dos ici? Donc, si elle décide, exemple, j'imagine, à 3 ans, que bon, ben, le cours de dos c'est terminé, est-ce que par rapport à ton expérience, est-ce que c'est plus difficile pour l'enfant après d'avoir sa propre chambre et de dormir toute seule? Hem, la réponse courte, c'est ça dépend. Ouais, encore là, hein? Ça dépend. Ça dépend, de plein de facteurs. Est-ce que quand on décide que le cododo est terminé, est-ce qu'on le fait parce que, il y a une pression d'un des 2 parents à cesser le Mhm. cododo? Ouverte, la pression est ouverte avec des mots, qui sont dits devant l'enfant, Mhm. hem, qui vient mettre la pression un peu sur l'enfant. Là, ça Mhm. peut être plus difficile. Hem, est-ce que simplement de transitionner l'enfant à la place d'être dans le lit ou la chambre des parents, l'emmener dans sa chambre, puis faire du cododo dans sa chambre, Mhm. puis éventuellement sortir de la chambre, ça peut être très correct aussi. Ça se fera pas comme en une semaine, là, mais Ouais. ça peut se faire On- doucement sans, qu'il y ait personne qui pleure, mais juste en ayant non. des expériences, des petits succès d'indépendance et Ouais. d'autonomie sans forcer les choses. Un peu comme le sevrage, j'imagine, de l'allaitement ou de la suce, on peut préparer, j'imagine, l'enfant à. Tu sais, on dirait, je pense à nous de. Moi, je dors avec ma fille dans sa chambre. Là. On a un lit king qu'on lui a mis. On lui a fait vraiment sa chambre à elle, mais c'est moi qui dors avec elle. Puis là, éventuellement, on veut un deuxième enfant. Fait que je me dis, tu sais, faudrait que je prépare déjà ça de quand je vais avoir ce deuxième enfant-là. Je pense pas que je dormirais avec elle. Là. Tu sais, d'un, je pense pas que ça serait sécuritaire. Elle bouge tellement, je dormirais pas trop bien, je pense. Fait que, tu sais, je sais qu'éventuellement, elle va dormir seule. Fait que, justement, est-ce que de lui faire sa chambre ou de la préparer d'avance, ça peut être une façon de faire? Oui, ça peut être une Ouais. façon de faire, de la préparer à l'avance, sans que ce soit, aussi l'arrivée d'un autre enfant, ça c'est une question qui est quand même, tu sais, c'est particulier, là, pour l'enfant. Il y a Ouais. plein de questionnements qui leur vient, Mhm. ça peut être difficile cet ajustement-là. Il y a Ouais, pour pas comme qu'ils se sentent remplacés de, ah, mais là, ma mère dort avec le nouveau bébé puis avec moi, tu sais. est-ce que j'ai encore ma place de tout petite Mhm. au sein de la famille? Est-ce que j'ai encore le droit d'être une petite puis d'avoir besoin comme une Mhm. petite? Hem, est-ce que, maman dort plus avec moi parce que le bébé? Hem, Ça serait quoi ouais, ta réponse à tout ça? ben, ça se peut que ça aille super bien puis on le sait pas. Tu sais, Ouais, on peut pas résoudre des problèmes qui existent pas encore. ouais. Fait que c'est plus de l'apprivoiser quand ça arrive, là. Quand ça va arriver, puis ça se peut que ça aille super bien, là, puis qu'elle soit Ouais. rendue là, puis Dépendamment que de ce soit l'âge aussi, j'imagine. Ouais. c'est ça. Mais c'est sûr qu'il faut que, heu, le coparent prenne un peu plus d'espace, là, Ouais. qu'il soit soutenant. Il faut qu'il prenne plus d'espace à ce moment-là pour assurer la transition. Parce que veux pas, c'est un nouveau bébé, il y a des besoins, puis d'inclure l'enfant aussi là-dedans, ça peut être bien de valoriser, hein, ce nouveau rôle. Ben C'est comme une oui, promotion, là, pour elle, là. C'est un nouveau c'est titre. vrai. J'adore. Ouais. Grande sœur, ça vient avec des Grande responsabilités, une sœur. promotion. Ouais. Ouais, C'est mais intéressant. on peut pas savoir comment ça va aller.
Puis il y a plein de familles qui disaient, ben moi je pensais que c'était pour être chaotique, puis finalement ça va bien, les C'est ça. nuits avec un nouveau bébé, donc on le sait OK. pas. On le sait pas. Ben oui. Katia, tu as un webinaire le 12 mars sur justement le Oui. cododo. Est-ce que je me trompe sur le sommeil et le cododo? T'as-tu un petit mot de la fin? Tu veux nous en parler un petit peu? Où est-ce que les gens peuvent te trouver sur les réseaux sociaux, s'ils veulent une consultation avec toi? Oui, ben oui. Il y a un webinaire qui s'en vient sur le cododo le 12 mars. 12 mars, me semble, oui. Il reste encore des places. Parfait. Euh, dans le fond, dans le webinaire, on va approfondir beaucoup plus là, que ce qu'on a parlé aujourd'hui. Puis on va nommer aussi les règles de sécurité, comment sortir Ouais. du cododo, si on a envie de continuer. L'allaitement, le cododo, il va y avoir comme plein de thèmes qui vont être abordés. L'attachement, on va parler comme de plein de choses par rapport au cododo. Puis il va y avoir une période de questions où les gens pourront m'adresser directement les questions par rapport à leur cododo. Euh, donc, il y a ça qui s'en vient. J'ai mon livre aussi qui s'en vient à la fin Ouais. du mois de mars qui sera publié. J'ai vraiment hâte, dans lequel je parle de plein de mythes sur le cododo, des mythes ou des croyances culturelles plutôt, là, Ouais. sur pas juste le cododo, mais plein de choses par rapport au sommeil. Puis j'explique un peu l'approche développementale, hein, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait. Puis on parle dans ce guide-là non seulement du sommeil du bébé, mais également du sommeil du nouveau parent. Hein, comment on peut Hmm. optimiser le sommeil du nouveau parent dans cette période-là qui est vraiment difficile pour eux, pour rendre ça plus soutenable, dans le fond. On ne cherche pas la perfection, on cherche quelque chose de soutenable. Évidemment, si vous avez des difficultés de sommeil, que ce soit vous ou vos enfants, vous pouvez consulter au Centre de soins neuroprotecteurs, qui est la clinique que j'ai fondée. On a une équipe de psychologues, neuropsychologues qui sont spécialisés en sommeil, qui peuvent vous aider avec le sommeil de votre bébé. On a aussi une nutritionniste, une ergothérapeute, une travailleuse sociale en santé mentale qui peuvent également vous soutenir au niveau du développement de votre enfant. Donc, voilà, c'est les services. Ouais. Oui. Merci. Puis aussi, je tenais à dire, là, même si vous êtes enceinte, vous n'êtes pas rendu là dans le sommeil. Personnellement, on dirait que moi, j'étais tellement prête à l'accouchement. J'avais lu sur tout, mais j'avais absolument rien lu sur le sommeil puis sur le postpartum. Je trouve que c'est une belle préparation. Tu sais, t'arrives déjà outillé à qu'est-ce qui t'attend. Parce que le sommeil, je pense que c'est tellement une grande partie du postpartum. Fait que je vous conseille fortement le webinaire de Katia. Puis sur ton site web aussi, il y a tous les professionnels. C'est vraiment pertinent. Là, vous êtes une belle équipe. Donc, merci. Merci pour ton temps, Katia. Je vais Ben, de mettre les liens rien. de tout ce que tu nous as parlé en description. Comme ça, si les gens veulent aller voir, ils vont pouvoir aller voir ton site web et ton Instagram également. Super. Merci. Merci, Katia. À la prochaine. On se rejoint la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Si vous avez apprécié notre moment ensemble, n'hésitez pas à aller laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!